Merci d'être venu ce soir. Alors, en décalé, je disais par rapport à l'horaire, puisque en fait, Aldric Bostfaucher, n'est-ce pas, nous fait nous fait le plaisir de nous faire une conférence qui va clore notre présentation, notre cycle sur la question de la machine. Donc, une conférence qui, bien sûr, porte sur le cinéma, puisque Aldric est le programmateur du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, je pense que tout le monde le connaît. Et donc, le titre de cette conférence est le suivant, je le lis, « De la boîte de conserve aux humanoïdes, représentation des robots au cinéma ». Donc voilà, c'est assez mystérieux, on verra bien de quoi il s'agit. Et donc, non seulement il nous fait ce plaisir, mais en plus, ensuite, il a des obligations au Concorde, figurez-vous, parce qu'au Concorde, il reçoit ce soir une réalisatrice à propos d'un film d'ailleurs que moi je vais aller voir cette semaine. Bon, je ne sais pas si on peut en parler. Oui, c'est un film qui s'appelle La Grève, qui est une adaptation documentaire, mais pas vraiment, plutôt un film collage autour du texte d'Ovidie, La chair est triste hélas. Voilà. Donc, voilà. Et on reçoit la réalisatrice et le film continue sur quelques séances cette semaine, bien sûr. Donc c'est vraiment très généreux de sa part, n'est-ce pas, d'avoir réussi à caler dans la même soirée les deux choses. La chose très importante de clore notre cycle, et ensuite, moins importante, mais quand même, de présenter donc, ce film. Hein, voilà. Autre chose que je voulais dire, donc voilà, merci. En plus, c'est très intéressant pour nous de finir avec Aldric, parce que vous vous rappelez, on avait commencé le cycle au cinéma. Et figurez-vous que nous recommencerons l'année prochaine sur notre prochain cycle qui portera donc sur enfance, au cinéma aussi. On ne sait pas encore quel sera le film, bien sûr, parce que le cycle est à peaufiner. Mais voilà. Dernière chose, avant de laisser la parole à Aldric, parce que c'est quand même le plus important, je vous l'indiquerai par mail, mais nous aurons une assemblée générale le 1er juillet, ici même, à la maison de quartier donc, de Saint-André-d'Ornay, que je remercie aussi de nous avoir accueillis pour ce premier cycle, et j'espère, je regarde le directeur, et j'espère qu'il continuera à nous accueillir l'année prochaine, n'est-ce pas? For sure. Magnifique. Voilà, je te laisse la parole, Aldric. Merci, ravi d'être avec vous. Merci Nadia pour l'invitation. Voilà, comme tu disais, on a débuté la saison consacrée aux machines avec le film Blade Runner qui mettait en scène, pour ceux qui n'ont pas vu, des réplicants, qui sont des espèces d'androïdes ressemblant à des êtres humains. Et donc j'avais envie de poursuivre sur cette représentation des robots dans le cinéma. Alors, mais la liste est quand même longue, très longue, trop longue. Donc il fallait ça un peu synthétiser. Et puis par où commencer ? J'aurais pu tout bien ranger, faire des listes, des catégories, des sous-catégories, même des sous-sous-catégories. Mais je ne suis pas aussi ordonné que ça. Donc ça va être un peu le bazar, vous allez voir. Il va y avoir des allées et venues dans le temps et des genres, je vous préviens. Mais c'est un peu fait exprès aussi. Alors le cinéma, il a grandement contribué à forger notre imaginaire des robots. Il y a deux grands types, vraiment, qui vont se distinguer d'emblée. Les androïdes d'apparence humaine et les créatures mécaniques aux formes plus rustiques, d'où le titre. Les uns et les autres n'ont pas été employés de la même façon par les cinéastes, ni dans leur questionnement de la moralité humaine, ni dans les sentiments qu'ils éveillent auprès du public. L'un des plus célèbres duos de robots de l'histoire du cinéma et qui incarne bien ces deux aspects et qui synthétise vraiment tout ça, c'est eux. C'était le plus simple pour commencer. Voilà, donc c'est R2D2 et C3PO dans Star Wars, qui arrive donc un film qui arrive à la fin des années 70, enfin en 77 pour être plus précis, et vous prévenir donc que l'année prochaine, c'est donc les 50 ans de la franchise. Bon courage. On va en parler. Alors, premièrement, ils sont tous les deux très représentatifs des 3 lois sur la robotique qu'avait énoncé Isaac Asimov dans Le Cercle Vicieux en 1942, que je vais vous mettre là. C'est un vrai livre. Voilà, ça fait du bien de voir un vrai livre que j'ai photographié, voilà, comme ça, parce que ça peut disparaître à terme. Donc là, vous avez les 3 lois de la robotique. Donc un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi.
Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. C'est important, on va le retrouver plus tard, vous verrez. Alors on va commencer par la boîte de conserve, hein, R2D2. R2D2 qui s'appelle D2R2 dans la version française de l'épisode 4, puis après ils ont abandonné ça. Donc c'est vraiment un des personnages emblématiques de la saga Star Wars. Il est présent dans 10 des 11 films. C'est un robot de forme ovoïde, de petite taille, qui s'exprime dans un langage sonore, électronique qu'on comprend pas vraiment, qui ressemble un peu à des sifflements. Il est généralement accompagné de son compère, C3PO, un droïde qui le comprend et avec lequel il forme un duo amusant, on le verra après. Alors le créateur de ce petit personnage s'appelle Tony Dyson, rien à voir avec les aspirateurs. Sur conseil de George Lucas, il va s'inspirer, entre autres, de mini-robots assistants sifflotants qui sont apparus dans un film écolo-futuriste qui s'appelait Silent Running, qui est sorti en 1972 et qui a été animé par des personnes de petite taille, exactement comme celui-ci. Autre référence de R2D2, c'est Robbie le robot dans le film Planète Interdite. Celui-là, vous le connaissez sûrement. Il est quand même assez connu. Alors, je vais faire une petite citation pour commencer. Robbie, il me faut une nouvelle robe immédiatement. Alors, on a beau vivre sur Altaïr 5, à des années-lumière de la Terre, la coquette Altaïra ne s'en veut pas moins élégante. L'androïde, que vous voyez, sait tout faire. Synthétiser des robes serties de pierres précieuses pour vos soirées galactiques, cuisiner, nettoyer, empoigner de lourdes charges et aussi bien ranger délicatement des fleurs. Cerise sur le gâteau, il est programmé pour respecter les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. C'est dire s'il est éminemment fréquentable. Alors il est dévoué, Robbie endosse un peu les rôles de majordome, coiffeur, personal shopper, secrétaire, et j'en passe, plein d'autres choses, au gré des désirs de sa maîtresse. Dès 1956, le robot Robbie vole carrément la vedette aux acteurs du film, dont on a complètement oublié leur existence. Il est même fétichisé. Il ouvre la voie sur les écrans aux robots de fonction, qui sont des robots un peu sympathiques, des héros ordinaires, qui suscitent tout particulièrement notre empathie, un peu au même titre que les chiens dans l'histoire du cinéma. Alors on les anthropomorphise d'autant plus qu'ils n'ont pas une allure anthropomorphe. Pour prendre l'exemple du fameux Star Wars, avec R2D2, toujours était plus attachant que, par exemple, C3PO, dont nous parlerons après. Alors, les petits robots de fonction, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils subissent les caprices des humains et font de leur mieux pour être à la hauteur. Et ils sont très vite dédouanés du soupçon d'avoir de mauvaises intentions. Et sont d'autant plus touchants qu'ils servent notre monde sans avoir rien à y gagner. Ça va pas que ça va se gâter. Autre exemple dont je vous parlais juste avant, donc c'est dans Silent Running, ce fameux film avec 2 petits robots, Uwe et Dewey. C'est un film de 1972. Ce sont des robots inexpressifs, devenus les gardiens de la dernière des forêts, conservés dans un vaisseau terre à la dérive, dans l'espace interstellaire. L'image d'un petit robot qui arrose comme ça consciencieusement des fleurs dont il n'a pourtant pas besoin pour exister, appartenant à un monde qu'il n'a pas connu. Est particulièrement poignante, et Andrew Stanton s'en souviendra lorsqu'il fera un autre film que vous avez sûrement vu, Wall-E, puisqu'il reprend exactement cette même figure du robot. Voilà, un personnage attachant, une plante, on admire les étoiles, alors même que l'humanité a totalement désappris à le faire. Alors, Andrew Stanton, pour Wall-E, c'est vraiment un des projets les plus ambitieux de Pixar. C'était en 2008. On connaissait le talent des studios d'animation américains à s'adresser à un public adulte, mais on ne s'attendait pas à le voir aller aussi loin, car quel héros improbable que ce robot qui ne parle pas, qui répond à une identité sérielle, c'est vraiment un numéro de série, ça s'appelle Wall-E, c'est le nom d'un type de robot, et c'est le dernier du genre, en état de fonctionnement. Il n'a pour objectif que celui pour lequel il a été programmé, et cerise sur le gâteau, et tout seul, puisque toute l'humanité a déserté, puisque la Terre a été transformée en dépotoir inhabitable et a donc dû être évacuée. Ça commence à vous emmener vers des thématiques qu'on va retrouver dans énormément de films de science-fiction. Pixar prouve pourtant son génie en faisant de ce robot un être touchant, drôle et plein de poésie. Enthousiasmé par les objets qu'il trouve, il est assez passionné, il va même trouver l'amour avec un autre robot sonde,
baptisée Eve. Alors le nom de cette dernière résume un peu le propos original et audacieux du film. C'est ce petit robot qui semble dépourvu de personnalité. C'est l'espoir d'une renaissance, d'un réenchantement, un monde que l'homme a totalement profané. Alors à travers le personnage de Wall-E, Pixar évoque des thèmes essentiels comme la surconsommation, la protection de l'environnement, le traitement des déchets, la mondialisation, puisqu'en fait dans le film c'est une entreprise qui va avoir le rôle quasiment de gouvernement globalisé sur Terre, voilà, qui est un peu l'aboutissement un peu de notre libéralisme sauvage, voilà, et va être aussi un peu l'avenir de l'humanité, voilà, des thèmes qu'on va retrouver dans nombreux films de science-fiction, et en particulier des films de science-fiction dystopiques. Et en plus, il réussit ce film sans dialogue. Pour ceux qui l'ont vu, il n'y en a pas un. Et on est convaincu que derrière cette carcasse métallique, voilà, se cache bel et bien une âme. C'est vraiment la magie du cinéma. Je vais revenir à nos personnages du début. C3PO. Alors lui, c'est un droïde de protocole. C'est un personnage récurrent. Il sait parler de nombreuses langues. Dans l'épisode 2, on dit plus de 3 millions. Dans l'épisode 3, plus de 6 millions. Enfin, ok. Bon, entre les deux, il a vachement bossé, donc c'est super. Et bien sûr, vous reconnaissez un peu son apparence, qui est directement inspirée de l'androïde Maria du film Metropolis de Fritz Lang. Dans l'aspect définitif, il sera traité comme un personnage masculin, mais à la base, c'était donc un personnage féminin. Alors de plus, le duo qu'il mène avec C3PO, avec R2D2, il est inspiré de Tae et Matashishi, qui sont les deux paysans, je ne sais pas si vous connaissez, du film d'Akira Kurosawa, La forteresse cachée. Et d'ailleurs, globalement, Star Wars va reprendre énormément des films de Akira Kurosawa. Par exemple, un paysan, un sabre qui se bat contre le pouvoir, ça c'est vraiment les 7 samouraïs. Et il y en a plein d'autres aspects. Alors, Metropolis, 1927. Donc c'est l'une des premières androïdes à l'écran. C'est un peu le double maléfique de la travailleuse Maria dans ce film, reflète déjà les inquiétudes éprouvées face à l'ambivalence de ces êtres mi-humains, mi-machines, à la fois aisément manipulables et partiellement autonomes. Alors, lors de ses premières apparitions, le robot de Metropolis évoque encore quelque part l'automate des anciens temps, une créature mécanique sans intériorité. C'est lorsqu'elle hérite vraiment du visage de Maria, c'est pour ça que je vous ai mis les deux affiches, qu'elle va devenir inquiétante. Alors, Metropolis est le seul film à ce jour inscrit au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Donc, ce sera, s'il ne reste qu'un film, ce sera là, celui-là. Je vous remets un petit extrait pour ceux. C'est vraiment un film
on va dire, fondateur pour énormément de films du cinéma, et en particulier de la science-fiction et des robots. Alors, on parlait d'automates. Les robots donc, sont souvent représentés ou interprétés au cinéma. Et vraiment, l'un des tout premiers films, on va remonter en 1897, et il sort Gugus et l'automate. C'est un court-métrage qui est réalisé par le français Georges Méliès. Et ce film présente un clown magicien qui est étonné par les mouvements mécaniques d'un automate. Le magicien est joué par Méliès lui-même. Et ce film était considéré comme perdu jusqu'en 2026, où la Library of Congress le redécouvre, le restaure et le publie en ligne. Et voilà, dès le début du cinéma, la machine, le robot, l'automate fascine et intrigue. Et du coup, j'imagine que vous ne l'avez jamais vu. Donc, je vais vous passer ce petit film. Alors, dès ses débuts, le cinéma invente des robots à une époque où ils n'existent même pas encore. Ce qu'il faut voir, c'est qu'après la révolution industrielle, donc les machines fascinent tout autant qu'elles inquiètent, et à mesure que le progrès technique montre ses travers, alors le mot robot vient d'abord de la connotation péjorative, ça vient d'un terme tchèque qui veut dire qui est robota, qui recouvre la notion de travail pénible, voire forcé, et c'est l'auteur Karel Čapek qui invente ce mot dans une pièce de théâtre en 1921. Donc c'est des robots esclaves fabriqués pour servir l'homme qui vont devenir dangereux en s'humanisant. Et voilà qui préfigure un peu toutes les angoisses liées aux dérives de la future robotique. Ainsi, en avance sur leur temps, tous les créateurs cinématographiques des années 20, conçus par l'homme et qui ressemblent à l'homme, ont en commun de se retourner contre leur créateur. Et la toute première est un golem d'argile, ce film-là, qui prend vie grâce à une formule magique, ça s'appelle Le Golem, c'est en 1920. Il est conçu c'est un personnage qui est conçu par un rabbin, le dit Golem, donc, est censé protéger la communauté juive, mais il finira par engendrer le chaos, car l'homme ne saurait jouer au Dieu créateur. Voilà, donc là on est vraiment dans les prémices encore, voilà, on est toute cette première partie du 20e. Je vais passer à un autre film, j'en profite pour repasser aussi des films de mon enfance, Le Roi et l'Oiseau. Alors pourquoi ce film ? Parce que malgré son titre, Le Roi et l'Oiseau est peut-être tout aussi marquant pour un troisième personnage, c'est l'automate. On revient à cette idée-là. Donc c'est un robot géant créé par le roi, pour écraser une révolte populaire. On vous rappelle encore peut-être Métropolis, mais qui se retournera finalement contre lui pour démolir son palais et tous les symboles du pouvoir. C'est lui, ce fameux automate. Donc avec ses membres un peu mal proportionnés, l'automate est le reflet à grande échelle du roi, donc ses déplacements sont un peu gausses, ses yeux vides, son armure métallique rappelle la froideur silencieuse du monarque, mais l'orchestre jouant sous la tôle trahit aussi sa grande fragilité. Alors l'automate est surtout une allégorie de l'utilisation de la technologie à des fins guerrières, de l'ambivalence d'une société, du progrès qui peut mener tout aussi bien à la destruction qu'à l'émancipation. Et en ce sens, il est difficile de déterminer quelle valeur donner à ce personnage, car c'est un champ de ruines qu'il va laisser derrière lui, bien que son dernier geste soit celui de sauver un oisillon prisonnier dans sa cage. Donc il est à la fois la main armée du roi, mais aussi le dernier personnage à faire preuve d'humanité, sans cynisme ni intérêt. Donc il permet au prolétariat du film de triompher, de renverser le roi, mais à quel prix ? Dans la paume de sa main se joue l'avenir du monde, et d'un côté le pouvoir monarchique, de l'autre côté l'anarchisme de l'oiseau. Dans un recoin, l'amour de deux innocents, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux petits personnages. Voilà, son arrivée dans le film marque
indéniablement la fin d'un monde, créant une cassure dans le rythme du film et renvoyant tous les autres personnages principaux à l'arrière-plan. Alors c'est un personnage qui va marquer aussi énormément l'histoire du cinéma, jusqu'à influencer Miyazaki dans Le Château dans le ciel, ici, on le reconnaît, ou encore Brad Bird dans un autre film important qui s'appelle Le Géant de fer. Donc ce Géant de fer, alors là on retourne dans les années 50, on va changer encore d'époque, désolé, puisque donc c'est un personnage assez iconique qui va arriver dans le film en pleine tempête alors que la mer se dessine et le robot qui vient de l'espace va imposer un peu sa stature colossale au cœur de tous les plans du film. Alors on est aux États-Unis dans le courant des années 50, en pleine guerre froide, les services secrets personnifiés par l'agent Kent Mansley enquêtent sur ce robot venu d'ailleurs. Partant, le Géant de fer sera à la fois une ode à la tolérance et un conte politique. Alors, le jeune Hogarth Hughes, qui est orphelin de père, est fasciné par cet étrange et par ce personnage assez étrange et fantastique, va se lier d'amitié donc avec cette machine et à son contact va révéler toute sa dimension humaine. Alors pendant ce temps, les activités clandestines du gouvernement puis les réactions des forces armées vont témoigner d'un climat de paranoïa qui règne à cette époque aux États-Unis. On est vraiment toujours dans cette thématique, voilà, guerrière, de paranoïa, etc. Alors là, c'est un robot extraterrestre qui, en plus d'être attachant, agit comme un puissant révélateur, puisque dans cette petite ville de Rockwell, où vraiment qui est le théâtre de l'action et la chambre de résonance un peu de toutes ces phobies américaines, et la conception du géant et la manière dont il est inscrit dans ce film témoignent tous deux d'une inventivité assez rare. Je vous conseille de le voir. C'est un film pour enfants, certes, mais pas que. Il est doté de capacités auto-réparatrices, mais aussi d'un arsenal pléthorique, prêt à défier l'armée les plus puissantes du monde. Il se nourrit d'acier, il apparaît dans l'obscurité grâce à un regard illuminé. Il répond à la violence. D'ailleurs, dès qu'il voit une arme à feu, c'est assez violent. Bref, il ne faut pas y voir le signe d'un danger quelconque, mais plutôt un avertissement de nature politique. On ne construit pas la paix en préparant la guerre, ni en projetant sa suspicion sur toute chose. Alors après l'industrialisation, on va quitter un peu ces années 50, on va passer dans l'ère de l'informatisation. Donc avec l'apparition des superordinateurs et de la robotisation de l'industrie dès les années 60. Et l'idée d'une machine de plus en plus consciente, capable de décider par elle-même et de prendre sur l'homme se concrétise donc dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le superordinateur HAL, qui ressemble juste à ça en fait. Mais bon, ça impressionne quand même dans le film. Voilà, donc HAL, il pilote un vaisseau spatial, il est seul maître à bord, il décide de sacrifier l'équipe humaine au profit de la mission. Déjà, on a quitté les 3 lois de la robotique. C'est une intelligence artificielle qui prouverait son humanité par un choix autonome, celui paradoxal de tuer des humains. Voilà, on a quitté ces 3 lois de la robotique énoncées. De la même manière, il y a un autre film qui est intéressant et qui faisait appel à 2 superordinateurs. C'est un film qui s'appelle Le Cerveau d'acier. Et là, donc c'est un film de 1970. Et là, il y a 2 superordinateurs qui vont s'affronter, l'un américain, l'autre russe. On retrouve encore cette paranoïa. Ils sont conçus pour piloter l'armée nucléaire. Ils se mettent à dialoguer entre eux et vont prendre le total contrôle des opérations. Incapables de contrecarrer leur plan, les humains se verront en grande partie décimés et les survivants condamnés à vivre sous le joug du superordinateur américain. Ouais. Désolé. C'est jamais très gai, hein. On est souvent dans la dystopie. Alors l'avenir est pas meilleur pour l'héroïne de ce film, de Génération Proteus, c'est un film de 1977, qui est aux prises avec une intelligence artificielle un peu trop entreprenante, qui ira jusqu'à même prendre le contrôle de son corps. Non moins inquiétant, les androïdes sont les androïdes des robots à forme humaine qu'on va retrouver dans THX 1138, film de George Lucas, qui avait fait donc bien avant qu'il fasse Star Wars, où là, ils ont carrément instauré une société policière qui traite les êtres humains comme des robots. On est encore passé un cap. Autre film des années 70 qui est intéressant, c'est Monde Ouest,
qui a été adapté Westworld en série. Donc les androïdes ont atteint un tel degré de perfection qu'ils ressemblent à s'y méprendre à des êtres de chair et d'os. Ils sont créés pour distraire les visiteurs d'un parc d'attractions à grande échelle et ils vont peu à peu prendre conscience de leur statut de jouet et entamer une révolte meurtrière. Ces humanoïdes parricides sont d'autant plus angoissants qu'ils nous ressemblent. Et comment distinguer l'homme de la machine? C'est la question soulevée par les réplicants du film Blade Runner, donc adapté de Philippe K. Dick. Ces androïdes-là sont pratiquement dotés de toutes les facultés humaines à l'exception de l'empathie. Plus ils sont évolués et plus leur durée de vie est courte, et justement, c'est pour éviter qu'ils s'humanisent. Il y a toujours ce rapport, donc, permanence entre les créateurs et leurs robots. Alors, je vais revenir à Monde Ouest, ce film-là. Parce que vraiment, miroir de l'âme, le visage est au cœur de la prise de conscience des humanoïdes. Le simple fait de posséder un visage semble les amener à s'interroger sur leur état, pour le meilleur et pour le pire. Donc dans Monde Ouest de Michael Crichton en 1973, où, quand je vous disais, les robots sont dans un parc d'attractions, ils décident d'exterminer ceux qui s'amusent à leurs dépens. Et le paroxysme de l'horreur survient lorsque le masque humain d'un des androïdes, interprété par Yul Brynner, se détache pour révéler les méandres métalliques de son crâne. Alors, de façon assez symétrique, Alex Garland isole volontairement le visage d'une femme robot dans Ex Machina, on en parlera plus tard, une héritière ultra technologique de Galatée, parce que tout est référence aussi à la mythologie, et il en fait un motif troublant, accroché sans vie au mur, tel un trophée en série, ou apposé comme un unique fragment de chair vivante sur un corps métallique. Alors, dénué de visage, mais tout aussi intéressant, on va retourner dans les années 50, c'est Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1951. Alors, il est en revanche plus proche, lui, de la figure du golem, comme on l'a vu tout à l'heure, façonné pour être une arme de dissuasion inexpressive, dénuée de volonté propre. Et dans ce cas-ci, la sagesse des extraterrestres qui l'emploient en fait un outil de paix, mais non sans laisser planer son immense potentiel de destruction. Et dans un même registre un peu sécuritaire, vous connaissez ce film, le super robot policier Robocop, donc de Paul Verhoeven en 1987, qui est voué à être une brute sans âme qui dévie sa fonction car il est inévitablement rattrapé par l'essence humaine de sa vie antérieure. Alors, si les androïdes nous fascinent, nous intriguent ou nous émeuvent, ils nous ressemblent souvent trop pour ne pas nous inspirer également de la méfiance, de l'agacement ou les jugements que nous réserverons à nos pères ou à nous-mêmes. La seule exception étant peut-être dans ce film-là, de Steven Spielberg, AI, qui est sorti en 2001, avec un enfant, où là, il y a beaucoup d'innocence dans ce personnage. C'est peut-être un des rares qui va aller sur ce champ-là. Alors, je vais faire une petite aparté, parce que tout ça, c'est très masculin. Mais on va parler des femmes robots. Alors, déjà, il y a Méliès qui, en 1900, alors là, je ne peux pas vous montrer de film, puisque Méliès, en 1900, crée Coppelia, qui est une poupée animée. C'est un court-métrage où il est question d'un homme qui se rend compte qu'il est tombé amoureux d'une femme robot. Donc, c'est 3 ans plus tard du film de tout à l'heure. Et puis, donc, le film est adapté d'un livre de Hoffman, L'homme de sable, qui était sorti en 1817. Donc, bien avant encore que Titanic coule, etc. Enfin, là, on est encore lointain et on n'imaginait pas l'existence des robots. Donc, avec Metropolis, donc, c'est le premier robot représenté au cinéma féminin. Et ce n'est pas anodin si on se penche sur la portée politique portée par le film de Fritz Lang, parce que le robot féminin Maria, qui est une copie robotique d'une femme de chair et de sang, objet de fantasme d'un personnage masculin, est créé dans le but de diviser la classe ouvrière, qui s'organise pour lutter contre l'exploitation du patronat. Mais le robot décide plutôt d'inciter à tout cramer, ce qui plonge la société dans une destruction totale. Je vous fais un rapide quand même condensé du film. Les ouvriers finissent par brûler le robot, tout comme on brûlerait une sorcière, se rendant compte que leur propre perte, notamment humaine. Alors, pour cette première apparition à l'écran, le robot féminin est donc non seulement puni pour sa rébellion, mais surtout elle incarne un des clichés sexistes les plus entretenus au cinéma, une femme objet de désir et source de problèmes.
Une belle entrée en matière pour les robots féminins au cinéma et l'intelligence artificielle. Un autre exemple, en 1965, avec ce film, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, le titre veut vraiment tout dire, qui remplit le fantasme de la femme parfaite grâce à une multiplication de robots aux mensurations idéales quand l'homme créa la femme. Dans Blade Runner, Rachel, qui est une réplicante, porte des fourrures luxueuses. Dans Her de Spike Jonze, Samantha est la femme parfaite qui colle exactement aux attentes des messieurs. Dans la série Real Humans, formidable série de 2012, les femmes robots sont des ménagères soumises ou des prostituées rampantes ou des femmes vengeresses, prêtes à tout, pour arriver à leur fin. Bref, on croise les doigts quand même que tout ça s'améliore dans les années à venir, parce que vraiment, tous les clichés des femmes dans ces robots, et j'en suis désolé, mesdames. Alors le cinéma s'est souvent réapproprié la problématique concernant l'humain et ses limites. Les robots, les androïdes et autres intelligences artificielles sont autant de personnages qui ont permis à bien des cinéastes et des scénaristes de se pencher sur l'avenir de l'humain, son rapport à la technologie, sa perpétuelle quête d'identité. Alors de leur peur originelle des créatures artificielles à la mise en scène des nouvelles technologies, la fiction vraiment reflète la hantise et les fantasmes de l'homme face à la machine. Mais depuis l'apparition des premiers robots au cinéma jusqu'à l'influence des algorithmes dans notre quotidien, le 7e art n'a vraiment cessé d'illustrer cette domination technologique de manière plus insidieuse. Impossible, pour finir, de ne pas passer à côté et dire un mot d'une autre catégorie de ces machines qui nous côtoient, donc ces super ordinateurs et autres débuts d'intelligence artificielle. On a parlé tout à l'heure de HAL, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec sa capacité de manipulation complexe, ou encore, on pourrait parler du super système de Tron, un film de 1982. Je fais beaucoup de mes références des années 80, je vous cache pas. Donc il fait la chasse à l'homme dans un jeu virtuel, l'un des ordinateurs les plus fascinants de la science-fiction, et sûrement dans ce film-là, qui s'appelle Colossus. C'est un film de 1970. Son désir de pouvoir absolu l'emmène à s'immiscer jusque dans la chambre à coucher, rejoignant les androïdes pour cette sexualité latente dans la machine qui a toujours tant fasciné. Encore des fascinations de réalisateurs. Voilà. Les prémices marquantes du film dans lequel l'ordinateur se met en dialogue avec un homologue dans un langage informatique inconnu des êtres humains a pas d'ailleurs été rattrapé ces dernières années par la réalité et le sera encore plus dans les années à venir. Je ne sais pas si vous savez, il y a même des sites où des intelligences artificielles dialoguent entre elles. Ça va tellement vite. Un autre film est intéressant pour ça, c'est Interstellar. Et dans ce film, il y a Tar, donc c'est sorti en 2014, c'est le long-métrage de Christopher Nolan. Et dans ce film, il prenait le pas de décrire le futur des intelligences artificielles sans tomber pour le coup dans la dystopie ou le manichéisme. Donc la Terre est décrite dans ce film dans ce film, donc vraiment la Terre est en bout de course et les hommes qui la peuplent sont quelque peu désespérés. Et Cooper, donc qui est joué par Matthew McConaughey, est un agriculteur, ancien pilote d'essai et ingénieur. Et il est amené à partir dans un vol spatial de 2 ans. Et à bord du vaisseau, il est entouré d'autres hommes ainsi que de 2 robots, Kaz et Tar. Tar est le robot qui l'assiste durant la mission. Il n'a pas un physique humanoïde, il n'est pas doté d'une intelligence programmée pour dépasser ou compléter celle des humains. Au contraire, Tar peut en remplacer un en cas de besoin, comme un humain ordinaire. Alors c'est un robot réaliste, donc il ne ressent pas les émotions et dont la transparence, ses paramétrages sont facilement modulables. C'est vraiment la première fois qu'on a ce type de personnage au cinéma. Il y a un autre film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Chappie de Neil Blomkamp, qui avait fait District 9, qui est vraiment un très très bon film. Et alors ce robot aux longues antennes, il évolue dans un monde où le crime est durement contrôlé par une force de police robotique assez oppressante et contre laquelle les humains se battent. Et s'il a la même allure que ces robots policiers, Chappie est pourtant foncièrement différent. Et alors, il est le premier robot doué de la faculté de penser, de ressentir par lui-même une idée dangereuse qui va le contraindre à s'opposer à des individus et des machines prêtes à tout pour qu'il soit le premier et le dernier de son espèce.
Et avec ce film, Neil Blomkamp relance une nouvelle fois le débat houleux de l'intelligence artificielle en soulevant de ces questions. Peut-on créer une machine similaire à l'homme? Et si tel est le cas, celle-ci est-elle nécessairement, doit-elle nécessairement nous nuire? Il y aurait plein d'autres exemples. On aurait pu parler aussi du T-800 dans Terminator ou de H dans Alien. Vraiment, le cinéma, pour le coup, est pléthore là-dessus. Mais voilà, j'ai un peu essayé de vous faire un panorama d'un certain nombre de concepts de robots et de films de la fin donc, du 19e jusqu'à aujourd'hui. Normalement, les robots sont nos amis. Enfin, normalement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, j'essaierai d'y répondre.